Voilà, bonjour à tous. Donc, on va parler de la motivation. On va parler de la motivation et dans ce cadre-ci, on va examiner plusieurs théories, disons les plus connues en matière de la motivation. Et, et, on va tenter d'avoir une perspective à la fois micro et méso, c'est-à-dire on va parler de la motivation individuelle, mais aussi de la motivation de groupe, d'accord? De la motivation individuelle et de la motivation de groupe. Alors, une des premières choses qu'il faudrait citer à propos de la motivation, et ça, il ne s'agit pas tout simplement d'une théorie, il s'agit effectivement d'une, disons, c'est un élément définitionnel, donc il faut bien définir ce qu'on entend par la motivation, n'est-ce pas? Et dans cette tentative de définir la motivation, on distingue la motivation de la compétence, n'est-ce pas? Souvent, effectivement, dans les entreprises notamment, on confond dans les associations, enfin dans les organisations de travail tout court, on confond effectivement la motivation et la compétence, d'accord? Donc, on tente de distinguer ces deux éléments pour bien pouvoir les maîtriser par la suite. Et cette typologie que je vous présente, effectivement, qui tente de distinguer ces deux concepts est, me semble-t-il, une très bonne typologie puisque ça vous permet de ne pas confondre effectivement les différentes catégories de travailleurs, les différentes catégories de collaborateurs, les différentes catégories d'usagers dans votre organisation de travail, n'est-ce pas? Ainsi, effectivement, on va situer, disons, des différents travailleurs en fonction de leur motivation et en fonction de leurs compétences. On leur attribue différents niveaux d'autonomie, n'est-ce pas? Donc on va dire que les travailleurs les plus autonomes sont ceux qui sont motivés, n'est-ce pas? Et en même temps ceux qui sont compétents. Alors par la compétence, on sous-entend qu'il y ait un ensemble de savoir, de savoir-être, mais aussi de savoir-faire, surtout de savoir-faire. Et par la motivation, effectivement, on y intègre des éléments purement subjectifs, des éléments purement volontaires, des éléments qui sont parfaitement conscients et des éléments qui ressortent de la liberté individuelle des travailleurs, n'est-ce pas? On distingue 4 catégories d'autonomie en disant qu'il y a des travailleurs qui sont motivés et compétents. Dans ce cas-là, sont des travailleurs les plus autonomes, des travailleurs qui sont autonomes, mais c'est une autonomie relative puisqu'il leur manque soit une motivation forte, soit une compétence appropriée, une compétence à la hauteur des enjeux professionnels. Et dans ces deux catégories, effectivement, on est face à des travailleurs, à des usagers qui, effectivement, affaiblissent, si vous voulez, volontairement ou involontairement, le niveau d'autonomie du groupe, le niveau d'autonomie de l'équipe de travail, n'est-ce pas? Et finalement, vous avez aussi la catégorie qui ne dispose ni de motivation, ni de compétences. Et effectivement, ce sont des catégories les plus faiblement autonomes. Et en ce sens, effectivement, ce sont des catégories qui seront rapidement marginalisées, et, effectivement, au sein des groupes de travail. Premier temps, donc je vous ai dit qu'on va visiter un certain nombre de théories sur la question de la motivation. Et voici effectivement, je dirais, une de ces théories qu'il faut absolument aborder puisqu'elle est incontournable, c'est la question, effectivement, enfin c'est la théorie de la pyramide de Maslow. Alors, plusieurs points à propos, effectivement, de la pyramide de Maslow sont importants à signaler puisque, voilà, j'y tiens quand même à signaler ces éléments. Premier point, c'est que premièrement, j'ai beaucoup de respect pour cette théorie. Néanmoins, effectivement, il y a beaucoup de précautions à prendre en considération à propos de cette théorie. Et il y a beaucoup si vous voulez, de littérature et parfois de littérature erronée en la matière. D'accord? Donc soyez attentifs. Bon, premièrement, c'est que effectivement, je dirais la théorie de Maslow, la pyramide de Maslow est une des rares théories dans les sciences sociales qui s'est propagée un peu partout. D'accord? Vous en parlez, on en parle certainement en psychologie, on en parle
en sociologie aussi, on en parle effectivement dans les théories managériales, on en parle en économie, on en parle en sciences politiques, même en philosophie, en éthique, d'accord, on en parle, effectivement, c'est vraiment un cadre conceptuel très fonctionnel et très puissant, mine de rien, d'accord, et alors, une de ces, je dirais, capacités, un de ses atouts, c'est justement son intelligibilité, c'est-à-dire sa capacité à être rapidement, disons, comprise et sa capacité à être, je dirais, il y a quelque chose de très naturel, n'est-ce pas, dans la compréhension de la pyramide de Maslow, qui nous permet de l'appréhender très rapidement, n'est-ce pas? Et en même temps, encore une fois, sa capacité à être fonctionnelle, puisque ça marche, effectivement, à chaque fois qu'on fait appel notamment à la pyramide de Maslow, il ne s'agit pas uniquement d'un cadre théorique qui ne fonctionne pas, d'accord? C'est-à-dire un cadre théorique en décalage avec le réel, d'accord? Puisque notamment en marketing on l'utilise, en management on l'utilise, en droit on l'utilise, même en droit positif, effectivement, dans la définition des normes juridiques, effectivement on l'utilise d'une certaine manière, la pyramide de Maslow. Alors tout cela, bravo à Maslow de créer ce cadre conceptuel. Néanmoins, j'ai envie d'attirer votre attention sur le fait suivant. C'est que la pyramide de Maslow, de par, encore une fois, son intelligibilité, est enseignée de l'école primaire jusqu'aux universités, effectivement. Voilà, enfin, elle est partout, d'accord? Elle est partout au point que, effectivement, les enseignants, particulièrement, je dirais, au niveau supérieur, sont gavés de la pyramide de Maslow. Ils ne peuvent plus entendre parler de la pyramide de Maslow et ils ont bien raison. Ils ont bien raison. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que dans la réalisation de votre travail de TFE, dans la réalisation de votre thèse, dans la réalisation de votre production scientifique, soyez attentifs à ne pas uniquement vous baser sur la pyramide de Maslow. C'est vraiment rien du tout, n'est-ce pas? C'est-à-dire que comme cadre théorique, c'est devenu trop banal, c'est devenu la marque de celui qui ne veut pas faire un effort, n'est-ce pas? Donc, alors, encore une fois, ceci ne veut pas dire que je n'ai pas de respect pour la puissance scientifique de cette théorie, n'est-ce pas? Mais je dirais qu'en termes de stratégie, soyez intelligents, d'accord? Et ne basez pas votre modèle d'analyse uniquement sur la pyramide de Maslow. Ça, c'est clair et net. Ça va? Sinon, effectivement, les membres du jury vont être particulièrement méfiants vis-à-vis de vos efforts en matière enfin, au sujet de votre travail de recherche. Donc, c'est autre chose. Alors, et un dernier point à propos de la pyramide de Maslow, c'est le point suivant, c'est que, si vous voulez, il y a beaucoup de littérature erronée en la matière. On fait parfois dire à Maslow des choses qu'il n'a jamais dit. Et effectivement, alors on en parlera notamment quand je vais expliquer effectivement brièvement cette théorie de Maslow. Les besoins et les désirs, puisque effectivement dans la littérature vous avez une grande tradition enfin philosophique entre autres, qui distingue les besoins et les désirs en disant les besoins sont des nécessités. Effectivement, il s'agit des besoins primaires principalement, et les désirs effectivement ne sont pas des nécessités. Et donc, alors que Maslow effectivement il fait pas cette distinction, et effectivement il considère tous ces éléments comme des besoins. Par contre, il établit une hiérarchie, effectivement. Il établit une hiérarchie entre ces besoins. Et donc, du coup, sa théorie, c'est une théorie d'hiérarchisation des besoins, n'est-ce pas? Et il faut bien savoir aussi qu'effectivement, les besoins dans la conception effectivement de Maslow sont considérés comme illimités, d'accord? Alors, illimités, c'est-à-dire que, enfin, particulièrement dans une conception libérale de la pyramide de Maslow, effectivement, on considère les besoins comme illimités. Ainsi, effectivement, on pourrait toujours aller plus loin dans l'invention des besoins, si vous voulez.
D'accord? Et ceci particulièrement pour justement cette catégorie secondaire des besoins qui ne sont pas des besoins primaires. Ça va? Alors qu'est-ce qu'il nous dit Maslow? Il nous dit la chose suivante. Alors je lis littéralement: le comportement humain dans un groupe est d'autant plus productif et coopératif qu'il trouve dans le groupe une occasion de réalisation de soi et d'épanouissement personnel. Cela veut dire effectivement que si vous voulez avoir des travailleurs, des usagers, des collaborateurs plus productifs, plus coopératifs, plus motivés en un sens, n'est-ce pas? Il va falloir satisfaire les besoins, disons, préalables, les besoins primaires. En tout cas, c'est une des conditions préalables à la réalisation de soi, à ce que les individus, les travailleurs puissent retrouver de la motivation. Il existe une hiérarchie entre les besoins. C'est-à-dire que, effectivement, pour que vous puissiez avoir des travailleurs productifs et coopératifs, il va falloir satisfaire leurs besoins préalables. Et en l'occurrence, vous avez un certain nombre de besoins qui doivent être satisfaits avant qu'on puisse satisfaire d'autres besoins, d'accord? Alors, il y a beaucoup quand je vous disais que effectivement il existe de littérature erronée, c'est notamment le fait que voilà, on réfute un peu, si vous voulez, facilement en disant oui, la théorie de Maslow n'est pas valable puisque l'être humain pourrait très bien satisfaire ses besoins secondaires en se passant de ses besoins primaires. Et bien évidemment, il n'était pas dupe. Notre Maslow, il en était parfaitement conscient. Enfin, il faut bien savoir d'où quand on parle, il s'agit d'une étude empirique qui a été menée, bien évidemment. Et dans le cas de cette étude empirique, vous avez effectivement, bon, il avait administré un questionnaire au sein d'une usine, et il a constaté que les travailleurs disent, 80% des travailleurs disent avoir, de satisfaire leurs besoins primaires, alors que par exemple, ce n'est que 40% qui estiment que voilà, leurs besoins d'estime et de prestige sont satisfaits, et encore moins pour les besoins de réalisation de soi. Vous voyez, donc très empiriquement, de façon très empirique, avec des données empiriques, il constate qu'il existe une hiérarchie entre les niveaux de satisfaction des besoins, n'est-ce pas? Et donc, ce qui effectivement cela ne nous permet absolument, le fait que effectivement cette théorie a été élaborée à partir des études empiriques nous permet de façon très tangible de voir qu'il ne s'agit pas, si vous voulez, d'une théorie irréfutable, puisque on peut pas la contredire, absolument pas. C'est-à-dire, il était parfaitement conscient, Maslow, que on pourrait se dépasser, on pourrait effectivement mettre entre parenthèses ses besoins primaires, ne pas manger, ne pas dormir, parce que on a un projet de réalisation de soi. Beaucoup d'étudiants, effectivement, à la veille des examens, dorment très peu, ou bien mangent très peu, ou bien encore beaucoup de génies dans l'histoire du monde ont dépassé leurs besoins primaires pour satisfaire, disons, leurs besoins de réalisation et d'accomplissement, bien évidemment, mais il ne s'agit pas, disons, des cas de figure qui touchent la majorité, puisque effectivement, si on croit aux chiffres récoltés par l'enquête de terrain de Maslow, c'est que effectivement 80% des travailleurs disent avoir satisfait leurs besoins physiologiques, alors qu'il n'y a que, effectivement, par exemple, 20% de travailleurs qui disent avoir satisfait leurs besoins de réalisation de soi. Donc, vous voyez, c'est pas, effectivement, c'est pas une question de dire, oui, il faut absolument il faut absolument satisfaire leurs besoins primaires pour pouvoir se réaliser. C'est pas, il n'y a pas, si vous voulez, une dimension déterministe à cette théorie. C'est une question de probabilité, d'accord? C'est une question de probabilité. Il existe toujours des cas de figure, il y a toujours la possibilité, il y a toujours la probabilité qu'on puisse dépasser des besoins, dépasser les besoins primaires au profit des besoins secondaires. Mais c'est pas le cas de la plupart des gens, d'accord? La probabilité est plus faible, n'est-ce pas? Alors, donc, bon,
de quoi il s'agit ces besoins? Premièrement, besoins physiologiques, bien se nourrir, se détacher, besoin de sécurité, effectivement. Alors ces deux premières catégories de besoins, c'est-à-dire les besoins de physiologique et les besoins de sécurité, si vous voulez, on en parle en termes de la dignité humaine. D'accord? Quand on parle, par exemple, dans les textes de droit ou dans l'éthique, de la dignité humaine, effectivement, on sous-entend particulièrement ces deux catégories de besoins. D'accord? Besoin de physiologique et besoin de sécurité. Donc, ce sont des indicateurs de la dignité humaine, si vous voulez. Ensuite, vous avez les besoins effectivement sociaux, les besoins d'appartenance. C'est effectivement le fait de se sentir appartenir à une communauté. Je me sens intégré à une communauté, je me sens belge et j'appartiens à cette communauté. Il y a un sentiment d'appartenance. Il y a effectivement, c'est un besoin social. Il y a le besoin d'avoir une identité collective, n'est-ce pas? Et de l'autre côté, juste, si vous voulez, l'étage au-dessus, c'est le besoin d'individualité, le besoin d'estime, le besoin de prestige, le besoin d'être reconnu, d'être différencié, si vous voulez. Donc, contrairement au troisième étage, qui est plutôt un besoin social, ici, c'est vraiment un besoin d'individualité. Si vous voulez, au troisième étage, on pourrait dire, oui, je suis belge, et je me sens belge, donc c'est un besoin d'appartenance, alors qu'au quatrième étage, on va dire, oui, mais je suis belge, mais je suis plutôt bruxellois. Je suis plutôt parmi les Belges, effectivement, je suis différent. Je suis autrement belge, n'est-ce pas? Donc il y a un besoin d'individualité, de se distinguer de son groupe d'appartenance, n'est-ce pas? C'est un besoin d'individualité, alors qu'on peut retraduire effectivement dans d'autres termes, être reconnu, valorisé, avoir un statut particulier, effectivement. Avoir une promotion, alors ça se traduit de différentes manières, n'est-ce pas? Et finalement, là aussi, encore, c'est un besoin d'individualité, et c'est les besoins de réalisation et d'accomplissement. C'est ce que, effectivement, si je peux me permettre, Spinoza appelle le bonheur accompli, je ne sais plus, j'ai oublié le terme. Mais en tout cas, effectivement, Spinoza, il en parle, effectivement, de cet état d'être humain qui parvient à satisfaire ce besoin de réalisation et d'accomplissement de soi, comme un état, j'ai oublié le terme, c'est pas grave. Bref. Qu'est-ce qu'il nous dit Herzberg? Il nous dit quelque chose, disons, de relativement commode, mais dont la formulation risque d'être perturbante. Bon, bref. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit la chose suivante. Ce qui est motivant n'est pas symétriquement ce qui est démotivant, ou le contraire. Ce qui est démotivant n'est pas symétriquement ce qui est motivant. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, en d'autres termes, les facteurs de la satisfaction, de la motivation ne sont pas forcément les mêmes que les facteurs de l'insatisfaction et du mécontentement. En d'autres termes, la satisfaction, l'insatisfaction, la motivation ou la démotivation sont des états d'âme, si vous voulez, indépendants, effectivement, l'un de l'autre. Et effectivement, puisqu'ils retrouvent leur origine, leur cause dans des faits différents, d'accord, dans des faits différents. Donc, les circonstances qui conduisent à la satisfaction et à la motivation au travail ne sont pas de même nature que celles qui conduisent à l'insatisfaction et au mécontentement. Alors, si vous n'avez pas compris jusqu'à maintenant, parce que au niveau de la formulation, effectivement, ça paraît tordu, c'est pas grave, on va citer des exemples, d'accord? Alors, juste concernant effectivement la méthode, c'est effectivement Herzberg demande à ses interviewés de parler des incidents critiques, effectivement, et après il demande enfin aux salariés des entreprises de relater des événements concrets au cours desquels ils se sont sentis satisfaits ou insatisfaits. Et après, une fois les données récoltées, il catégorise en disant, oui, ces événements-là sont d'une certaine nature, ces événements-là sont
d'une autre nature. Les événements qui causent, si vous voulez, la satisfaction et les événements qui causent l'insatisfaction ne sont pas de même nature. Et c'est ainsi qu'il construit sa typologie, si vous voulez, des facteurs de satisfaction et d'insatisfaction, c'est-à-dire les facteurs d'hygiène et les facteurs de motivation. Alors, Herzberg, il fait une distinction entre les facteurs d'hygiène et les facteurs de motivation. Alors, les facteurs d'hygiène sont davantage des facteurs d'ordre matériel, propres à l'organisation institutionnelle et officielle du travail, n'est-ce pas? Tandis que dans les facteurs de motivation, vous avez un certain nombre de facteurs d'ordre davantage psychologique, d'ordre relationnel, d'ordre informel. Alors, quelques exemples. Vous avez effectivement, par exemple, la question du statut, n'est-ce pas, de la sécurité au travail, la question de la relation avec le superviseur, avec le manager, la question effectivement des conditions du travail. Vous voyez, sont des choses qui sont davantage institutionnalisées, officialisées et matérialisées dans un certain nombre de conditions, ou de ce qu'on appelle les conditions de travail, n'est-ce pas? Le salaire notamment. D'accord? Alors, dans le cas du salaire, les données sont un peu, si vous voulez, biaisées, puisque le salaire, c'est vraiment le facteur qui est entre les deux, d'accord, dont le cœur balance entre les deux, on va dire, des choses comme ça. Mais n'empêche que effectivement, le cœur balance du côté effectivement des facteurs qui conduisent au mécontentement, n'est-ce pas? C'est-à-dire des facteurs dont l'absence pousse les travailleurs à considérer qu'ils ne sont pas satisfaits de leur travail. Mais pourtant, la présence ne leur permet pas de dire que oui, voilà, ils sont motivés pour leur travail. Alors, je reprends l'exemple du salaire, puisque c'est peut-être un exemple très concret dans la vie quotidienne de tout le monde, n'est-ce pas? Vous voyez parfois, effectivement, beaucoup de gens qui bénéficient d'un bon salaire et pourtant ils considèrent qu'ils ne sont pas satisfaits de leur travail, n'est-ce pas? En tout cas, le salaire n'est pas considéré toujours, d'accord, il n'est pas toujours considéré comme un facteur de satisfaction et de motivation. Contrairement aux facteurs de motivation, c'est-à-dire à ces facteurs, notamment la reconnaissance, la réussite, la responsabilité, le niveau d'autonomie, l'avancement, la croissance au travail, tous ces facteurs qui sont davantage d'ordre relationnel sont effectivement des facteurs qui peuvent pousser les travailleurs à se déclarer comme satisfaits, motivés de leur travail. Alors même qu'ils sont insatisfaits, ils se disent insatisfaits et mécontents de leur travail à cause de l'absence des facteurs d'hygiène, n'est-ce pas? Alors, je vous invite à regarder effectivement le questionnaire qui suit cette diapositive. À la pyramide de Maslow. Et donc, ces facteurs qu'effectivement Herzberg appelle les variables endogènes, c'est-à-dire ces facteurs de motivation, qui sont effectivement des facteurs d'avantage à long terme, sont des facteurs à la base de la satisfaction, de la motivation des travailleurs, et sont des facteurs d'avantage psychologique interne, d'accord? Tandis que les facteurs exogènes, les facteurs externes, sont des facteurs qui viennent plutôt de l'environnement, de l'organisation du travail, et ont un caractère institutionnalisé, n'est-ce pas? Et donc, ce sont des facteurs, effectivement, qui correspondent davantage disons, aux conditions du travail, à l'aspect matériel du travail, disons, aux besoins primaires de la pyramide de Maslow. Alors, bien évidemment, notre distinction est fragile et on est en train de parler en termes, disons, enfin, de façon grosso modo, n'est-ce pas? C'est pas, effectivement, c'est pas une distinction très précise. Alors, je vais effectivement vous citer
un certain nombre de questions qui ont été posées dans le cas. Pourquoi? Pour vous faciliter la compréhension, puisque ces questions qui ont été posées vous permettent d'avoir des indicateurs dans votre esprit pour bien comprendre ce qu'on entend par facteur endogène, exogène, tout simplement. Alors, je vais en citer quelques exemples. J'ai l'impression d'avoir contribué positivement à mon entreprise, ou encore je reçois une reconnaissance adéquate pour avoir bien fait mon travail. Vous voyez, on est dans des impressions, on est dans des sentiments de reconnaissance, n'est-ce pas? Mon travail est stimulant et passionnant, là encore une fois. Je choisirais l'avancement professionnel plutôt que des incitations monétaires. Bien évidemment, là, il s'agit d'une question qui met en concurrence, disons, la variable d'avancement. Alerte de batterie faible. Oups, pardon. La variable d'avancement professionnel avec la variable salaire qui, par la suite, a été catégorisée dans le facteur exogène. Croissance, je suis fier de travailler dans mon entreprise parce que j'ai l'impression d'avoir accompli, de m'avoir accompli en tant que personne. Voilà. Et voici quelques exemples pour les facteurs d'hygiène, pour les facteurs exogènes. Donc, alors par exemple pour la politique de l'entreprise, je suis fier de travailler pour cette entreprise car la politique de l'entreprise est favorable à ses travailleurs. Je me sens satisfait au travail en raison de ma relation avec mon superviseur. Alors ici, il s'agit effectivement du style managérial du manager de l'entreprise, du directeur de l'entreprise. Je me sens satisfait grâce au confort que me fournit mon travail. Là, on est vraiment dans les conditions de travail. La question de salaire, bien évidemment. Je crois que mon salaire est juste. La question de la relation avec les pairs, effectivement, il est facile de s'entendre avec mes collègues. Et finalement, la question de la sécurité du travail. N'oubliez pas que effectivement en fonction de votre contexte, en fonction de votre situation d'analyse, il est parfois plus approprié de mobiliser telle ou telle typologie, tel ou tel modèle d'analyse. Bref. Alors ici en l'occurrence, on est face effectivement à une typologie en termes de besoins qui est très axée sur le groupe. Effectivement, ici en l'occurrence, on réfléchit sur les besoins, sur les motivations de l'individu à s'intégrer dans un groupe et quels sont les besoins qui peuvent être satisfaits au sein d'un groupe. Alors le besoin d'action, c'est le besoin de faire, de produire quelque chose, n'est-ce pas, qui peut être satisfait effectivement au sein d'une organisation de travail, le besoin d'affection, le besoin de socialisation, le besoin relationnel, le besoin d'aimer, être aimé aussi, d'être aimé. Et donc, c'est une autre catégorie de besoins. Et finalement, troisièmement, le besoin de contrôle, le besoin de sécurité en quelque sorte, le besoin d'avoir un contrôle sur son environnement, soit sur ses collègues, soit sur son salaire, enfin bref, un besoin de contrôle au sens large, et finalement le besoin de sens et disons ce besoin éthique qui consiste à donner un sens moral à nos actions, d'accord? Et disons la conjugaison, l'articulation entre ces catégories de besoins nous permet d'expliquer, disons, le niveau d'intégration des individus au sein des organisations du travail, au sein des différentes catégories de groupes, tout simplement. Donc, voici effectivement, encore une fois, une autre typologie. Bon, je n'ai pas forcément l'historique des études menées de Simone Lantry, par Simone Lantry, pour pouvoir vous donner des exemples de questionnaires, mais n'hésitez pas à aller effectivement faire une petite recherche par vous-même pour essayer d'approfondir la matière si effectivement si cette typologie vous intéresse. Alors voici effectivement une autre théorie sur la question de la motivation
Encore une fois, il y a beaucoup de théories en la matière. Ici, la question est de vous présenter quelques éléments. Peut-être, alors notamment dans le cadre de la théorie de Vroom, vous êtes face à un modèle d'analyse qui a une notoriété très forte sur le plan managérial. Voilà, donc là, sinon, encore une fois, vous pouvez effectivement aller faire des recherches et retrouver d'autres modèles d'analyse qui vous conviennent davantage dans le cadre de votre étude. Mais il faut pas non plus, comment dire, vous éparpiller, il faut pas non plus se perdre dans la bibliothèque au détriment du terrain, n'oubliez jamais. Bon, bref. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Vroom? En quoi c'est intéressant la question de Vroom? Enfin, la théorie de Vroom. Bon, si vous voulez, parfois on est face à un certain nombre d'individus qui disent je suis motivé, mais j'arrive pas à le faire. Donc effectivement, ces individus se disent motivés, mais n'empêche qu'on constate que ben oui, ils font pas ce qu'on attend d'eux, ou bien ce qu'ils s'attendent d'eux-mêmes. Et du coup, on se dit, ben non, il n'est pas motivé, il raconte des salades, n'est-ce pas? Donc, comment comprendre la passivité des acteurs malgré leur motivation? C'est à quoi sert la théorie de Vroom? Alors, je rappelle qu'on pourrait mobiliser ce modèle d'analyse à la fois pour l'analyse de la motivation groupale, n'est-ce pas, des organisations de travail notamment, mais aussi des individus. Bref. Pour expliquer les choix de l'individu au travail en fonction de sa perception, de ses capacités, des résultats attendus et de la valeur qu'elle accorde à ces résultats, on mobilise effectivement la théorie de Vroom. Alors, il y a un petit effort à faire en termes de vocabulaire qui pourrait vous paraître un peu barbare, mais rassurez-vous, il n'y a rien de compliqué, on va vous donner des exemples pour bien comprendre cela. Donc, Vroom distingue trois composantes, si vous voulez, trois composantes de la motivation, en disant, oui, ce qu'on appelle motivation est composé de trois éléments distincts qui sont effectivement qui définissent en réalité la motivation. Ce sont des mécanismes, si vous voulez, de la motivation. Alors, premièrement, il y a la question d'expectation. Alors, qu'est-ce que l'expectation? C'est une attente vis-à-vis de nos capacités. C'est une question de capacité d'atteindre une performance. Alors, c'est le coût porté par l'acteur qui se dit motivé ou pas motivé. Alors, par exemple, la question qu'on se pose, quelles sont mes chances de réussite? Est-ce que j'ai des chances de réussite? Est-ce que je suis capable de réussir en quelque sorte? Est-ce que je suis capable? Et si j'essaye vraiment, est-ce que je suis sûr que je vais y arriver? Donc, en quelque sorte, c'est une question de capacité de l'acteur qui se dit motivé ou pas, qu'on appelle effectivement expectation. Alors, l'instrumentalité, c'est des attentes vis-à-vis des résultats obtenus à la suite de cette performance. En termes de bénéfices, effectivement, comment est-ce que les choses, se calculent? Comment est-ce que l'individu peut retrouver une motivation ou pas en fonction de bénéfices? Est-ce que le travailleur, parce que ici en l'occurrence le travailleur évalue la probabilité que cet effort lui vaille une récompense ou une sanction, c'est-à-dire que qu'est-ce que je vais y gagner? Quels sont mes bénéfices? C'est cela qu'on appelle l'instrumentalité, d'accord? C'est-à-dire, est-ce que je vais obtenir, qu'est-ce que je vais obtenir à la suite de ma performance? Des composants différents qu'il faut distinguer, mais n'empêche que effectivement il y a un de ces composants qui est très proche par rapport à ce sens commun qu'on accorde à la motivation dans la vie de tous les jours. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est la valence, effectivement, attente vis-à-vis de la valeur qu'on accorde au rapport coût-bénéfice. Bien évidemment, la question est de dire oui, j'obtiens des bénéfices. Je connais ces bénéfices. Je sais que effectivement, je me sens capable, premièrement, pour réaliser ces tâches. Je sais que je vais, en réalisant effectivement ces tâches, j'obtiens ceci. Mais est-ce que ça m'intéresse en quelque sorte, n'est-ce pas? Est-ce que je suis vraiment motivé pour ça, au sens commun?
n'est-ce pas? Est-ce que cela vaut la peine? Quelle valeur accorder aux avantages obtenus? D'accord? Alors, on va voir des exemples concrets dans les diapositives suivantes et vous allez encore mieux comprendre que jamais. Alors, je vous ai mis dans cette diapositive donc différents exemples, d'accord? Différentes cas de figure avec un seul exemple en réalité. Alors, de quoi il s'agit chic, dans une entreprise. Très bien. Alors, maintenant, la question de sa motivation dans ce remplacement s'oppose à différents niveaux, d'accord? On va décomposer sa motivation en termes d'expectation, en termes d'instrumentalité, en termes de valence. Alors, qu'est-ce que cela donne? C'est que, bah oui, dans un premier temps, en termes d'expectation, je me sens capable de faire l'intérim, de remplacer mon supérieur hiérarchique, très bien. Maintenant, l'instrumentalité, qu'est-ce que cela me rapporte, n'est-ce pas? Ben, si je fais de l'intérim, je peux devenir l'adjoint de mon patron. Excellent, c'est une bonne chose. Maintenant, la question de la valence, c'est-à-dire, est-ce que je suis vraiment intéressé par ça? C'est mon rêve de devenir son adjoint. Eh ben, dis donc, dans ce cas-là, l'expectation, l'instrumentalité et la valence sont les composants qui peuvent être présents ou pas dans la construction de la motivation du travailleur. Ainsi, si effectivement, comment dire, s'il y a un de ces composants qui est manquant, on pourrait s'attendre à ce que la motivation ne soit pas au rendez-vous, n'est-ce pas? Alors, voyons voir les exemples. Alors, j'ai mis en rouge donc la présence ou l'absence de chaque composant. Pardon, j'ai mis en rouge l'absence de chaque composant et en vert la présence de chaque composant pour signifier tout simplement que, par exemple, si l'expectation c'est en vert, dans ce cas-là, ça signifie que l'expectation est présente. Ça veut dire que la personne, le travailleur se sent capable. Par contre, si l'expectation est en rouge, ça signifie que le travailleur ne se sent pas capable, tout simplement. Alors, voyons voir ici dans un premier temps. Si je me sens incapable d'assurer l'intérim de mon patron pendant les vacances, ben, ça veut dire que je me sens pas capable, en effet. Donc, si je me sens incapable, je me sens pas capable. Donc, ici, l'expectation n'est pas au rendez-vous. Je serais pas motivé. Ben oui, c'est le résultat, si vous voulez. La motivation n'est pas au rendez-vous parce que la personne ne se sent pas capable. Même si, effectivement, même s'il apparaît que c'est le bon moyen de devenir son adjoint, là, la personne est consciente que c'est en faisant son intérim, c'est en réalisant cet intérim qu'il va pouvoir bénéficier d'une promotion, en quelque sorte. Donc, même s'il apparaît que c'est le bon moyen de devenir son adjoint et que cette situation me fait rêver. Bon, les autres composants sont au rendez-vous, sauf l'expectation. Dans ce cas-là, la motivation n'est pas au rendez-vous puisque l'expectation fait défaut, tout simplement. Alors, le deuxième point... si je me sens capable, le deuxième cas de figure, c'est si je me sens capable d'assurer l'intérim. Ici, le travailleur se sent capable d'assurer l'intérim, tant mieux. Et ici, la question de la capacité ne se pose pas. Mais je ne vois pas en quoi cela me permet d'être l'adjoint. C'est que il dit, ben, je sais que je me sens capable, enfin, je me sens capable, mais ça ne sert à rien parce que c'est pas comme ça que je peux devenir effectivement son adjoint. Situation que j'en vis pourtant, et la valence, elle est présente. Je serais pas motivé malgré tout. Ça, c'est le résultat, si vous voulez, de l'articulation de ces trois composants qui fait que finalement, la personne n'est pas motivée parce que il sait que ça sert à rien en fait, si vous voulez. C'est que c'est pas comme ça qu'il va devenir son adjoint. C'est pas le bon chemin effectivement à prendre. C'est pas le bon chemin à prendre. Alors le troisième cas de figure, c'est effectivement le cas de figure où la balance n'est pas présente. C'est-à-dire, je me sens capable, je sais que si je fais ça, je peux devenir effectivement son adjoint. Néanmoins, c'est pas ça qui m'intéresse dans la vie. J'aime pas prendre des responsabilités, etc., etc. J'ai d'autres projets dans la vie, etc., etc. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de motivation non plus. D'accord? Alors, il faudrait effectivement faire attention, puisque bon, premièrement,
La théorie de Vroom n'est pas non plus, encore une fois, une théorie qui tombe du ciel. C'est des études empiriques qui ont été menées, c'est des formules, des calculs. Et dans cette, si vous voulez, dans cette théorie, il y a une importance, enfin, et le poids de la valence est plus important que les autres variables, si vous voulez. Donc, la valence, une valence forte pourrait bien évidemment permettre à l'individu, n'est-ce pas, de retrouver, de récompenser, si vous voulez, de récompenser les manquements à d'autres composants, notamment l'expectation. Alors l'exemple, donc, alors je lis littéralement, la valence a un rôle plus important que l'expectation ou l'instrumentalité. En ce sens, une valence très forte peut supporter une instrumentalité moyenne ou un niveau d'expectation plus faible. Effectivement, si vous êtes très motivé, effectivement, même si vous vous sentez pas capable, vous pouvez récompenser votre sentiment d'incapacité grâce à votre motivation, grâce à votre valence. Alors, encore une fois, si j'utilise le terme motivation, c'est au sens commun ici, puisque dans l'esprit de Vroom, effectivement, la motivation a 3 composants. Donc, la valence, effectivement, peut récompenser les 2 autres composants. Voilà. C'est tout. Alors, il y a effectivement 2 conditions à ce que la théorie de Vroom soit fonctionnelle, si vous voulez, dans des situations variées. C'est que, premièrement, il faut qu'on passe des postes de travail qui donnent une certaine autonomie au travailleur. Si le travailleur il est soumis à un rythme de travail qui n'est pas défini par lui-même, si il est dans une chaîne de production fordiste où il est sous la cadence de travail lui est imposée, effectivement, on peut difficilement appliquer, disons, la théorie de Vroom à la motivation du travailleur. Alors, la chaîne fordiste et tout ça, j'expliquerai tout cela par la suite, bien évidemment. Mais une autre condition, c'est que oui, il s'agit de travailleurs qui sont rationnels, qui ne croient pas à la chance, qui n'ont pas l'esprit rationnel. Donc voilà, ce sont les 2 conditions principales pour que la théorie de Vroom soit fonctionnelle. Alors voici l'exemple d'un questionnaire qui vous permet d'avoir encore plus d'exemples pour bien comprendre la distinction entre l'expectation, l'instrumentalité et la valence. Encore une fois, vous pouvez mobiliser ces 3 composants de la motivation sur le plan individuel, mais aussi sur le plan groupal, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'expectation du groupe. Comment est-ce que je vais distinguer l'expectation de groupe dans les objectifs qu'il s'est définis, n'est-ce pas? Comment est-ce que je vais définir l'instrumentalité du groupe dans les objectifs qui s'est défini, et ainsi de suite pour la valence. Alors, je lis notamment quelques exemples. Alors, si je suis impliqué dans des activités de formation, je suis confiant de pouvoir maîtriser certains aspects de mon travail. Alors, vous voyez bien, donc on pourrait très bien utiliser ce modèle d'analyse de la motivation pour pouvoir disons, mener une observation sur l'état de la motivation des travailleurs à participer à un plan de formation, n'est-ce pas? Ou encore, si je suis impliqué dans des activités de formation, je suis confiant d'apprendre les nouvelles connaissances, ce qui est effectivement un composant d'expectation de la motivation des travailleurs à la participation à une formation donnée, tout simplement. Sachant qu'on distingue l'élément d'expectation avec l'instrumentalité, c'est-à-dire je crois que l'activité de formation est utile pour les travailleurs qui occupent un poste similaire au mien. Dans ce cas-là, effectivement, on pense que cette activité porte ses bénéfices, en quelque sorte. Maintenant, la question de la valence, en participant à ces activités de formation, je souhaite améliorer mes connaissances pratiques, théoriques, etc. Et là, ça devient quelque chose, disons, de plutôt personnel.